la deuxième vidéo de notre série C'est mon histoire. Et comme je l'ai présenté lors de la première vidéo, je vais vous raconter une histoire et pas n'importe quelle histoire, je vais vous raconter mon histoire. Et comment je suis passé à travers différentes difficultés, comme le rejet, l'abandon, le deuil, la dépression, le déni, les addictions et aussi des pensées de suicide et de meurtre. Donc si vous n'avez pas visionné cette première vidéo, je vous invite vraiment à la regarder car j'explique un petit peu le concept un petit peu de cette série de vidéos. Et je pense que vous pourrez aussi recevoir des guérisons, des délivrances, des restaurations par rapport au premier thème qui ont été donc le rejet et l'abandon. Je vous invite vraiment à regarder cette première vidéo avant d'entamer la deuxième car c'est en fait un déroulement un peu chronologique mais qui va aussi un petit peu dans le sens de la vie de tout à chacun. Et ça serait dommage que vous ayez raté un petit peu cette première saison donc qui va de ma naissance jusqu'à l'âge de 11 ans car je pense que vous pourrez aussi recevoir des choses importantes pour votre vie. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder une deuxième partie de mon existence qui va donc reprendre à partir des 11 ans. Vous pourrez le découvrir lors de la première vidéo, jusqu'à mes 19 ans. Donc, suite à la découverte, suite à l'annonce faite par ma tante que je n'avais pas été un enfant, je n'étais pas un enfant désiré, que j'étais arrivé par accident, donc que j'étais une erreur de la nature, eh bien je me suis encore plus renfermé sur moi-même qu'auparavant. Au tel point que je n'avais donc aucun ami, j'étais donc fils unique, et je peux dire que même si mes parents étaient là, bien sûr physiquement, mais à cause de ce manque de relations affectives, à cause de ce manque de dialogue, je me sentais vraiment comme un orphelin. Donc il y avait des gens qui étaient là, qui me donnaient à manger, qui m'assuraient les moyens de subsistance, mais j'avais vraiment ce sentiment d'être orphelin et encore plus orphelin, d'être là, d'être une erreur. Donc je me suis renfermé encore plus sur moi-même, sans amis, sans personne avec qui parler. Je parlais à mon nounours ou à mon chat, mais bon, bien sûr, le chat, c'était un petit peu limité en conversation. Et donc j'ai vécu comme ça pendant des années, replié sur moi-même, gardant tout à l'intérieur. Et je me rappelle le jour de mes 17 ans, donc on m'avait fêté mon anniversaire, et il y avait les mêmes personnes que le jour de mes 11 ans. Donc un oncle, une tante, un cousin, une cousine et mes parents. Et donc on m'avait fait un petit repas avec un gâteau, une bougie, enfin quelque chose de tout à fait classique. Et comme donc j'avais compris que j'étais un problème pour mes parents, que je n'avais pas été désiré, que j'étais leur problème, eh bien j'ai essayé de gagner d'attirer leur attention et voyant que visiblement eh bien, je ne pourrais jamais eh bien, recevoir leur amour, c'est ce qu'il me semblait à l'époque par rapport à ce que j'avais vécu, ressenti et entendu, puisque je ne pourrais jamais donc avoir leur amour, eh bien peut-être pourrais-je avoir leur admiration. Donc j'ai essayé bien sûr de performer dans mes études, de faire le mieux que je pouvais, de travailler dur pour avoir de bons résultats. Malheureusement, il se trouve que bien, même en travaillant beaucoup, dur, parfois tous les week-ends pour obtenir de bons résultats, mes résultats étaient tout à fait moyens. Voilà, moyenne entre 10, 11, 12, enfin voilà, c'était des choses tout à fait moyennes. Donc, j'ai vite compris que je ne pourrais pas attirer l'admiration de mes parents à travers mes résultats scolaires. Alors, j'avais trouvé un petit peu la seule chose où je pouvais un petit peu faire la différence, c'était au niveau du sport. Donc, j'étais pas mauvais en course et j'ai été donc amené à participer à des jeux départementaux, voilà, et
Et j'ai gagné 2 médailles aux Jeux départementaux, une en sprint en 80 mètres et une autre en 4 fois 80 mètres, mais en fait qui était 3 fois 80 mètres. Parce qu'en fait, le jour de la compétition, nous devions être 4 pour le relais 4 fois 80. Et en fait, un des participants était malade. Et donc c'était soit notre équipe ne participait pas, soit je faisais le départ et l'arrivée. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai fait le départ, j'ai passé le relais, et pendant que le deuxième et le troisième faisaient la boucle, et bien moi j'ai coupé en travers pour prendre le quatrième relais. Voilà. Et donc un petit peu la personne qui m'a donné la médaille m'a dit vous en fait il vous faudra 2 médailles. Voilà. Donc j'avais obtenu donc 2 médailles d'or départementales. Bon, c'est quelque chose de, c'est pas grand chose, mais au moins arriver premier sur 2 épreuves de sport. Déjà pour moi c'était une façon d'essayer de gagner l'admiration de mes parents, et j'ai vu que ça marchait un petit peu. Voilà. J'ai vu que ça marchait un petit peu, voilà, qu'ils manifestaient un certain contentement. Donc les épreuves de sport, c'était une fois par an, donc bien sûr c'était insuffisant pour avoir l'admiration de mes parents au jour le jour. Donc il ne me restait plus que le comportement. Comme j'étais déjà un enfant très calme, trop calme, puisque dans mes carnets scolaires, c'était même mis, les professeurs mettaient trop calme, je ne connais même pas le son de sa voix. Voilà. Donc j'étais un élève qui ne bougeait pas, qui ne parlait pas, je m'asseyais au début du cours et je me relevais à la fin du cours. Et, voilà. Donc, en ayant ces comportements hyper sages, hyper sages, je pensais moi que justement j'obtiendrais un petit peu des félicitations au niveau de mes professeurs, mes instituteurs. Mais en fait, c'était pas le cas. Ça devenait un reproche, en fait. Je voyais sur mon carnet scolaire que les professeurs me reprochaient d'être trop sage, d'être trop timide, de ne pas parler. Donc voilà, comme on dit un petit peu, le meilleur est parfois l'ennemi du bien. Voilà, j'ai voulu le meilleur dans le comportement, et en fait, ça s'est un petit peu retourné contre moi. Et donc, comme je le disais, le jour de mes 17 ans, j'ai pris un petit peu ce jour-là, un petit peu, pour essayer de regagner un petit peu encore l'admiration de mes parents. Et j'étais très fier de pouvoir leur annoncer, moi, aujourd'hui, j'ai 17 ans, j'ai jamais bu une goutte d'alcool, je n'ai jamais fumé et je n'ai jamais embrassé une fille. Pour moi, c'était un critère, the must, que je pouvais présenter à mes parents. Apparemment, ça ne les a pas vraiment plus interpellés que ça. Et donc, j'ai continué. Et donc, ensuite, je suis parti j'ai eu le bac. Et je suis parti en BTS, c'était en région parisienne, donc j'ai préparé le bac donc à Puteaux, en région parisienne. Et là, j'ai pu commencer à avoir trois camarades, voilà, avec qui je pouvais commencer à parler, on pouvait faire du sport ensemble, et puis particulièrement un qui s'appelle Didier, et qui lui a bien été un petit peu accro du tennis, et pour ceux qui étaient de cette saison, c'était l'époque de John Board, de Bobby Connors, de McEnroe, tout ça, voilà. Et donc nous étions férus de tennis, nous faisions, je crois, presque 5 heures par semaine de tennis, voilà. Et avec ce collègue Didier, qui lui était bien à l'aise, avait des parents tout à fait bien, bon, ils avaient une bonne situation, voilà. Son père était commercial, ils avaient une villa, voilà. Ils étaient en banlieue parisienne, il était fils unique, donc il avait tout ce qu'il voulait. Et je le voyais, quelquefois j'allais passer le week-end chez cette famille, et je voyais ce Didier qui parlait avec ses parents, qui discutait, voilà, les parents qui le réconfortaient, qui lui donnaient des compliments, ou qui lui donnaient des conseils, etc. Et je voyais donc ce Didier qui était avec son père, et son père s'occupait de lui montrait des choses,
parce qu'ils faisaient du vélo, donc ils réparaient leur vélo ensemble, etc., etc. Et donc j'étais interpellé, moi, parce que je me disais, mais c'est extraordinaire, quoi, d'avoir un père qui est là, qui parle, qui donne confiance, qui félicite, etc. Et quand je rentrais chez moi, à Boulogne-Billancourt, bien, je rêvais un petit peu, j'ai dit, si j'avais pu avoir un père comme le père de Didier, ça aurait été vraiment le top. Voilà. Et donc, inconsciemment, quelque part, eh bien, je faisais, dès qu'il me proposait, tu veux venir chez moi ce week-end? Ah oui, 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 bon. Voilà. Et donc c'était bien sûr par la camaraderie avec ce collègue, mais aussi avec ce père, quoi. J'essayais de regarder ce père, j'essayais de regarder qu'est-ce que c'était qu'un père, quoi. Voilà. Et j'ai vu des choses, bon, que j'aurais aimé vivre personnellement. Et puis donc ce collègue, eh bien, il était dans le vent, quoi. Donc, il a commencé à fumer de la cigarette. Donc je me suis mis à fumer de la cigarette. Et puis il m'a commencé à me faire goûter au shit, etc. Bon, différentes substances. Évidemment, donc l'alcool plus un peu le shit, tout ça. C'est pas quelqu'un qui sortait vraiment en boîte de nuit, mais bon. Des fois les parents n'étaient pas là, ils partaient, voilà, et donc on avait tout le week-end à deux, ou des fois un ou deux autres copains venaient. Bon, là on a commencé, voilà, à goûter aux différents alcools, à faire les mélanges, enfin voilà, les délires de jeunes, quoi, voilà. Plus la fumette, etc. Donc voilà, on se cassait pendant le week-end, voilà, bon, mais bon, rien de très méchant, voilà, rien de très méchant. On dépassait un petit peu les bornes, mais bon, comme on restait chez nous, bon, on cuvait notre vin après le dimanche matin ou le dimanche après-midi, bon, rien de très méchant. Et puis, un été, nous sommes donc, nous sommes partis donc une fois obtenu, eh bien, nos qualifications, nous étions donc en terminale, voilà, et nous avons donc obtenu le bac, voilà. Et un petit peu bien pour décompresser, pour fêter ça, eh bien, il m'a proposé de venir avec lui en vacances sur le bassin d'Arcachon, voilà, et d'y descendre en moto. Bon, j'étais passager, hein, bien sûr. Et donc nous sommes descendus tous les deux à Arcachon pendant un bon mois et demi, voilà. Et son oncle, qui avait une villa, lui prêtait la villa. Donc deux garçons de 18 ans, 19 ans qui ont une villa à bassin d'Arcachon pour eux seuls. Bon, on s'est pas privé. Et on a surtout commencé bien à goûter aux boîtes de nuit. Donc toujours l'alcool, toujours la fumette. Et puis les boîtes de nuit, donc les nuits blanches, voilà. Donc en fait, on a vécu un mois et demi complètement décalé, c'est-à-dire que on se levait vers 5 heures du soir, on allait manger un morceau quelque part, on rencontrait des copines, etc. On passait la nuit en boîte de nuit, on rentrait à 5 heures, 6 heures du matin. Voilà. Heureusement que la moto, ça connaissait le chemin du retour parfois. Une fois, c'est bien planté une fois. Bon, bref. Et voilà, donc on a vécu la nuit pendant un mois et demi. Et moi, comme j'étais déjà passé aussi dans ce qu'on appelle la crise d'adolescence, à partir de vers 16 ans, donc je suis entré en plein dedans, quoi, en plein conflit contre mes parents, toujours être en contradiction flagrante, et d'autant plus puisque pour moi, eh bien, j'étais quelque part, je les avais rendus coupables en fait de m'avoir mis au monde. Voilà. J'ai dit, vous m'avez mis au monde, voilà, vous m'avez forcé. Voilà, ma pensée à l'époque, hein, qui est une pensée assez tordue, puisque c'est de votre faute si je suis au monde, eh bien, je vais vous en faire baver, quoi. Voilà, c'était ça. Voilà. Et donc j'étais en conflit verbal. Là, je commençais à parler. Je parlais pas à l'école, mais à la maison, là, je commençais à parler. Je commençais à être en négation par rapport à tout ce qu'il pouvait me dire, ou voilà, bon. Sans faire des choses
délirante. Mais enfin, au niveau du comportement, j'étais déjà en opposition franche, etc. Et voilà, voilà. Et je disais même que mes collègues de lycée, bon, mes parents, hein, bon, bref. J'avais une piètre considération de mes parents pendant cette période. Et donc pendant ce mois de juillet, ce mois d'août, nous avons fait la fête pendant 1 mois et demi. Et tout allait bien, j'avais des contacts, etc. Bon. Et donc je suis rentré début septembre 1981. Et donc pour une fois, j'ai commencé à vivre, hein, j'ai commencé à vivre, à m'ouvrir à l'extérieur, à avoir des contacts. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, mais j'avais un carnet d'adresses, je commençais à avoir des numéros avec des filles avec qui j'avais les numéros de téléphone. Donc voilà, donc, c'était des choses pour moi complètement nouvelles. Hein. Bon, voilà. En un été, voilà, c'est un peu le papillon qui sort de sa chrysalide et qui découvre qu'il y a des ailes et qu'il y a un soleil et que voilà, il y a un monde, quoi. Voilà. C'est vraiment ça que ça m'a fait pendant cet été-là. Donc moi, j'étais parti pour, comment dire, rattraper le temps perdu. Voilà. 17 ans, même 18 ans de prison intérieure. Et là, tout d'un coup, bien, fallait récupérer le temps perdu. Donc, voilà, je me suis pas privé. Et donc, je rentre le 5 septembre 81 à la maison. Et je dépose mon sac de linge sale, parce que, bon, bien sûr, pendant 1 mois et demi, j'étais trop occupé pour laver mon linge. Donc je dépose mon gros sac de linge sale et je rentre et je dis maman, tiens, j'ai du linge, voilà, bon, je repars. Et mon père était là, il me dit mais ta maman n'est pas là. Comment ça, elle n'est pas là? Je dis ah bon, elle fait des ménages, parce que ma mère faisait des ménages. Je fais non, ta maman, elle était à l'hôpital. Ah bon? Mais dans mon état d'esprit de l'époque, c'est malheureux ce que je vais dire, c'est vraiment malheureux, mais ça m'a pas fait plus que ça, quoi. Dans l'état d'esprit que j'avais à cette époque, j'étais embêté pour moi-même. J'étais embêté pour moi-même. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va me laver mon linge? C'est malheureux, mais je vais être honnête. Mon état d'esprit à 18 ans, 19 ans, c'était pas de me soucier pourquoi ma mère était à l'hôpital. Je me souciais de moi. Je dis, mais qu'est-ce qui va me laver mon linge? Parce que moi, j'ai des rendez-vous, il faut que ce soit propre sur moi, quoi. Voilà, quel était mon état d'esprit. C'était pas glorieux, je vous l'accorde. Et mon père me dit, non, ta maman est à l'hôpital et tu sais, il faut que tu ailles la voir. J'avais toujours connu ma mère cycliquement malade. Elle disait que c'était des crises de foie. Donc voilà, tous les 2-3 mois, ma mère avait entre guillemets une crise de foie. Et j'avais voyé 2-3 jours au lit et puis après ça repartait. Donc c'était quelque chose qui était récurrent. Bon voilà, ça faisait partie du décor, quoi. Et donc je dis à mon père, non, là je suis occupé, j'ai des rendez-vous, voilà. Une fois que j'avais des rendez-vous, que des filles voulaient me revoir, donc je pensais bien que j'allais pas rater l'occasion. Et mon père a insisté. Il dit non, tu devrais aller voir ta mère, tu sais, c'est important, c'est sérieux, vraiment. Je lui dis oui, bon, là je peux pas, la semaine prochaine. Et mon père a insisté. Il dit, s'il te plaît, va voir ta mère aujourd'hui, va voir ta mère aujourd'hui. Et bon, pour avoir la paix, juste pour avoir la paix. Je dis ok, bon. Et voilà, c'était voilà. Pour moi, c'était bon. Il y avait une corvée à faire pour être tranquille jusqu'à le restant de la journée, quoi. Donc j'allais faire une corvée. J'allais voir ma mère à l'hôpital. Et donc je vais donc à l'hôpital, c'était l'hôpital Ambroise Paré, donc à Boulogne-Billancourt. Et mon père m'avait donné un numéro de chambre, et donc je trouve la chambre. Je frappe à la porte. Pas de réponse. Donc je refrappe, pas de réponse. Alors j'ouvre, et je rentre dans la chambre, et je vois dans un lit un squelette. Un squelette. Il n'y avait que la peau et les os. Je
sors de la chambre, j'enferme la porte et je vais voir les infirmières. Je dis, excusez-moi, je viens voir Madame Pichonnier. Elle me dit, vous êtes qui? Ben, je dis, je suis son fils. Elle me dit, c'est tel numéro. Ben, j'ai dit, non, mais j'y suis allé sur cette chambre-là, mais c'est pas ma mère. Donc la femme m'a dit, mais vous avez vu votre papa? J'ai dit, oui, j'ai eu mon papa, oui. Il vous a expliqué? Il m'a expliqué que ma mère était à l'hôpital, voilà, et qu'il fallait que je passe la voir, voilà, c'est tout. Il m'a dit, c'est tout ce qu'il vous a dit? J'ai dit oui. Écoutez, votre maman, vous savez, c'est assez sérieux. J'ai dit oui, bon, d'accord. Mais j'ai dit, vous savez, moi, bon, je n'ai pas dit, mais enfin, j'ai dit, moi, je la connais. Je suis toujours connu malade, bon, voilà, bon, une fois de plus, une fois de moins, bon. Et voyant que véritablement, je n'avais pas du tout compris le message, elle me dit, c'est très sérieux. Elle a un cancer généralisé. Et là, pour moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. J'ai eu l'impression que j'étais en train de faire un cauchemar. J'ai dit, oh là là, quel mauvais cauchemar, vivement que je me réveille. Et donc j'ai quitté un petit peu le bureau de ces infirmières et je suis même pincé, quoi. Je vais me pincer, comme ça je vais me réveiller de ce cauchemar. Mais non, j'étais toujours dans cet hôpital, dans ce couloir d'hôpital. Et donc je retourne dans cette chambre et je m'approche de ce squelette. Je n'ai absolument pas reconnu. Ma mère, quand j'étais parti au mois de début juillet, ma mère elle était pas très grande, elle faisait 1m50, elle devait faire 55 kg, 56 kg. Bon, elle était normale, quoi. Et là, 2 mois après, je vois un squelette dans un lit. Donc je m'approche. Elle avait les yeux fermés, mais je n'arrivais pas à réaliser. C'était pas possible. Non, pas ma mère, c'est pas possible. Et je m'approche et je dis, maman. Et là, ma mère ouvre les yeux. Et elle me tend sa main. C'était un squelette. J'ai l'impression de prendre les mains d'un squelette. Et là, elle a juste ouvert les yeux et elle m'a dit, mon fils. Et ses yeux se referment. Et sa main se ramollit quelque part. Et là, moi, c'était plus que le supportable. Et là, je suis parti. Et bon, j'étais prévu que j'aille au cinéma avec des copains et des copines. Donc, je suis allé au cinéma avec des copains et des copines, mais pour vraiment sortir de ce cauchemar, quoi. C'était me changer la tête, mais sortir de ce cauchemar, quoi. C'était vraiment un très mauvais cauchemar. Bon, des cauchemars, j'en avais fait dans mon enfance, mais celui-là, c'était vraiment le pire. Et quand je suis rentré le soir, ou le lendemain matin, je ne me rappelle plus, je me posais encore la question de savoir, mais oui, c'était un cauchemar. Oui, bien sûr, c'est pas possible, ça n'existe pas. Bon, bien que je voyais que ma mère n'était plus là, mais ça pouvait pas, non, ça collait pas, c'était pas possible. Et donc je n'ai reparlé de rien. Mon père qui travaillait, donc chauffeur de taxi la nuit, donc pareil, on se croisait comme ça, et on n'a pas reparlé de la situation. Je voyais que mon père, eh bien, pleurait tout seul dans son coin. Et 2 jours plus tard, le 7 septembre 81, le téléphone sonne, mon père décroche, et mon père éclate en sanglots. Et il me dit, ta maman est morte.
Et là, c'est comme si j'avais été complètement anesthésié. Complètement anesthésié. Comme, oui, déconnecté complètement du réel. Donc la famille vient, tout ça, donc bon, ils organisent les obsèques, etc. Bon. Il n'y a pas eu de cérémonie religieuse puisque mes parents étaient athées plus. Donc directement, eh bien, on se retrouve au cimetière, bon, on me donne des fleurs, puis le cercueil arrive. Vraiment, ça a été même pas un mot, rien, enfin voilà. Et on arrive, voilà, ils sortent le cercueil et puis les, les croque-morts descendent le cercueil dans le trou. Et puis chacun jette une rose, etc. Et c'était à mon tour de jeter la rose. Et au moment où je jette la rose, un semblant de lucidité me fait prendre conscience que ma, ma mère est dans cette boîte. Et que je ne la reverrai plus jamais. C'était pas possible. C'était pas possible. C'était insupportable. Absolument insupportable. Et donc, à 19 ans, je me suis inventé une autre histoire. Et le soir même, bon, les membres de la famille sont venus à la maison. Il y avait donc un petit lunch qui était prévu, comme souvent ça se fait lors des obsèques. Et j'ai une cousine qui me dit ah ta maman qu'est-ce qu'elle était bonne, qu'est-ce qu'elle était gentille, enfin donc voilà. Et là moi je la reprends sèchement, je dis mais maman, mais elle est partie faire le tour du monde, elle va revenir. Et je le dis d'une voix assez forte pour que tout le monde l'entende. Et là évidemment tout le monde m'a regardé. Personne n'a osé me dire, mais Marc, on vient d'enterrer ta... Personne n'a osé. En fait, je fais faire un déni complet. Un déni complet. Et pendant 9 mois, tous les soirs, donc j'étais après en BTS à Versailles, tous les soirs, je me précipitais pour rentrer rapidement à la maison après mes cours, pour aller ouvrir la boîte aux lettres, parce que pour moi c'était évident, ma mère était partie faire le tour du monde, donc elle allait visiter plein de pays, et donc c'était évident qu'elle allait m'envoyer des cartes postales. Donc tous les soirs, quand je rentrais, et la première chose que je faisais, je courais à la boîte aux lettres pour voir si j'avais une carte postale de ma mère. Ce film que je m'étais créé a duré 9 mois. 9 mois de déni. 9 mois de déni. Je n'avais pas 3 ans, j'avais pas 4 ans, j'avais 19 ans. Et un jour, au bout de 9 mois, le ciel m'est tombé sur la tête. J'ai réalisé que ma mère était vraiment morte. Que c'était bien elle qui était dans la boîte. Et que plus jamais je ne la reverrai.
Et là, mon monde a complètement basculé. Et dans la vidéo suivante, eh bien, je partagerai ce nouveau monde dans lequel je suis rentré. Ce que je voudrais pour cette deuxième vidéo, eh bien, c'est bien sûr aborder le deuil. Tout deuil est un traumatisme. Tout deuil est un traumatisme. Quel que soit l'âge que l'on ait, un deuil, c'est toujours un déchirement. C'est comme si on nous coupait un membre. Quand nos parents sont âgés, on s'y attend, bien entendu. Nos parents ont 90 ans, 95 ans, bon, on s'y attend. On sait que c'est dans l'ordre des choses. Ma mère avait 53 ans. Et parfois, on peut perdre des proches encore bien plus tôt. Certains et certaines d'entre vous ont perdu leur père ou leur mère très jeunes. Certains n'ont même pas connu leur père qui était décédé avant leur naissance. Et des couples ont aussi perdu des enfants. Parfois en bas âge. Ce traumatisme du deuil j'ai mis 30 ans à en guérir. 30 ans. 30 ans. Cette guérison que j'ai reçue, je ne veux pas la garder pour moi-même. Je veux vous la transmettre. Je veux que vous puissiez aussi la vivre. Cette guérison, cette restauration, ce relèvement, repartir dans la vie après un deuil. Il y a l'expression, on dit il faut faire son deuil, il faut faire son deuil. Oui, bien sûr, il faut faire. Mais c'est tellement difficile. Ça paraît même parfois impossible. Des parents qui perdent un enfant. Nous connaissons un couple qui a perdu un enfant de 3 ans d'un cancer du cerveau. Et ce couple aussi est en train de se rencontrer. Vous qui avez vécu un deuil, récemment ou peut-être il y a longtemps, mais la souffrance de la séparation, la peine, même s'il y a des dizaines d'années, elle peut toujours être aussi forte que le premier jour. Je vais vous inviter, si vous êtes rejoint par mon histoire, à travers la perte d'un être cher, que ce soit à cause d'une maladie, que ce soit à cause d'un accident ou d'un drame, un deuil, c'est un deuil. Comme je vous l'avais proposé lors de la première vidéo, je vais vous inviter à prendre un temps au calme, d'arrêter votre téléphone, de couper tout ce qui pourrait vous parasiter pendant ce temps, de prendre un temps personnel, au calme. Mettez-vous dans un bon fauteuil, mettez-vous sur un canapé, allongez-vous, ou sur un matelas, ou dans votre lit, voilà. Mais prenez un temps au calme. Je vais jouer un peu de synthétiseur. Et par expérience, je sais que à travers ces quelques morceaux de musique, eh bien, plusieurs personnes ont reçu des guérisons, ont reçu des consolations profondes par rapport à des deuils. Je veux vraiment vous inviter à prendre ce temps pour vous-même. Il s'agit juste d'ouvrir votre cœur. Je vous invite même à fermer les yeux, parce que
Même il y aura des images sur cette vidéo, mais c'est pas le but de regarder des images, bien entendu, vous l'avez compris. C'est vraiment un temps pour vous-même. Je veux vraiment vous partager ce que j'ai reçu. Et si je peux vous faire gagner 30 ans de souffrance, eh bien, alors j'aurais pas perdu ma journée. Alors, prenez ce temps calme. Prenez ce temps de repos, voilà. Laissez la musique, laissez-vous imprégner par cette musique, et ce que j'ai reçu au bout de 30 ans à recevoir, eh bien je vais vous le partager. Je vais vous le partager. Afin que vous puissiez être consolés dans votre cœur, dans votre âme, recevoir ce sentiment de tranquillité, de douceur, de paix, de sérénité, et de retrouver l'envie de vivre, de comprendre que vous avez encore le droit de vivre. Souvent, quand on vit un deuil, eh bien, c'est comme si nous aussi, notre vie s'était arrêtée, même si on est toujours là, mais dans notre cœur, c'est comme si notre cœur s'était arrêté de battre, et qu'on est juste là pour vaquer aux occupations et à nos obligations, voilà, parce que, voilà, bon, voilà. Mais à l'intérieur, c'est comme si c'était mort. C'est comme si notre cœur s'était arrêté de battre. Mon désir, mon souhait, c'est que votre cœur recommence à battre. Que vous puissiez recommencer à vous émerveiller de ceux et celles qui sont autour de vous. Et certainement, vous avez plein de raisons de vous réjouir. La personne qui vit avec vous, vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, etc. Il y a plein de raisons de vous réjouir, de prendre du bon temps. Mais tant que ce deuil, tant qu'on n'est pas guéri de ce deuil, eh bien tout est gris ou tout est noir. Même si on a tout pour être heureux, on ne peut pas être heureux à cause de ce deuil qui n'est pas... On dit cette expression de faire son deuil, mais c'est plus que faire son deuil. Faire son deuil, c'est un petit peu quelque chose un peu... Bon, ben voilà... cette personne qui était tellement chère pour moi, bon bah elle est morte, bon bah faut que je me fasse une raison, voilà, donc faut continuer à vivre, faut que je me fasse une raison. Non, quand je veux dire faire son deuil, c'est bien au-delà que ça. C'est pas juste se faire une raison, et bon bah il faut continuer quand même, bon, bah. Non, c'est vraiment recevoir une nouvelle vie. Une vie qui repart, et qui repart en émerveillement, qui repart en projet, qui repart en envie de revivre, voilà. Continuer à vivre, bien sûr d'une façon différente, bien sûr, l'être cher, eh bien, nous manquera toujours, bien sûr, mais presque en son honneur, en sa mémoire de cet être cher, eh bien, je continue à vivre. Et c'est ce que cette personne a pu m'apporter, je veux dire, à tous les niveaux, au niveau affectif, au niveau entourage, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau matériel, voilà. Eh bien, tout ce que cette personne m'a apporté et qui fait que je suis aujourd'hui ici, eh bien, en l'honneur de sa mémoire, en son honneur, je n'ai pas le droit de tout arrêter. Voilà. En son honneur, je vais continuer justement à vivre. Je vais continuer à profiter de ce que cette personne m'a amené, m'a apporté, et pour continuer à vivre, pour continuer à explorer, pour continuer à m'émerveiller. Voilà. Donc vraiment, je veux vraiment vous inviter à prendre ce temps. Alors bien sûr, les émotions vont revenir, des souvenirs vont revenir. Le moment du décès, le moment de la séparation, le moment du brisement vont certainement revenir dans votre souvenir. Et bien sûr, des larmes et des sanglots peuvent sortir, mais c'est normal, c'est tout à fait normal.
moi je vous dis, j'ai mis 30 ans à sortir un cri de deuil. Ce cri que je n'ai pas pu sortir pour le décès de ma mère, je n'ai pas pu le sortir. Je l'ai sorti 30 ans après pour le décès de ma belle-mère. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de garder ce fardeau pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Recevez. Vivez. Recevez. Il n'y a rien, il ne s'agit pas de penser à quelque chose de précis, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de méthode. Voilà. C'est juste d'ouvrir votre cœur. D'ouvrir votre cœur et de laisser cette consolation, cette guérison, cette restauration venir en vous. Et mon souhait, c'est que vous puissiez repartir dans les jours, dans les semaines qui viennent, dans cette nouvelle vie. Où vous allez de nouveau pouvoir vous réjouir, rire, vous émerveiller, retrouver cette envie de vivre, ce goût de vivre.
baba ye. Oh baba ya da e. Oh. Iba baba ye. Baba yaro re re. Baba yaro ra re. Baba ya kere da da ya do da re. Ebe ya baba ya do da da ye. Ebe ya da da ya do da ya do re. Baby, ya da 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 re. Ora baba ya re re re. Baby, ya da da ya do da re. Baba ya da 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 da. Baba ya da do da ya da da. O pari erigero, irerie. Ya baba ya do da re. Iki ya da 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 ya.
ba ba ya re 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 re. Oh ba 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 ya da 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 da. Baby, yada da yada yada, baby yada da yada da, baby yada da yada da. Oh, aba yada da da ya, ba yada da da da. Oh, aba yada yada da, aba yada ya.